Je vais commencer par une citation de Bonaparte. Il est rare et difficile de réunir toutes les qualités nécessaires à un grand général. Deshaies possédait à un degré supérieur cet équilibre précieux entre l'esprit ou le talent et le caractère ou le courage. C'est le résumé de la personnalité du général par un autre général qu'il admirait particulièrement. Alors, Deshaies est un général de Bonaparte. Il tient pour les conquérants juste le deuxième rang derrière Bonaparte. En fait. Il est noble, sa famille est pauvre, et il naît le 17 août 1768 au château de Saint-Hilaire-d'Aillat, pas très loin. Comme tous les enfants nobles de sa condition, il commence son éducation au château d'Effiat. L'éducation classique d'un aristocrate en fait, avec les cours. Tout est réglé d'une façon millimétrée, du matin 5h30 jusqu'au soir 21h30, 8h30 de cours par jour, 2 heures d'études, des exercices militaires. C'est une école militaire, tenue par des oratoriens en fait. Toutefois, la procédure, il n'est pas admis immédiatement. Il est boursier en fait. Il est boursier du marquis d'Effiat parce que les études là-bas coûtent une fortune, 700 livres par an, et sa famille n'a pas les moyens. Donc il a un statut de boursier. Et pour être éligible au statut de boursier, la procédure est identique à celle des boursiers du roi. Donc Deshaies va croiser là-bas à Effiat les traces de 2 marins d'Empire, d'abord Luce de Casabianca, qui se fera connaître particulièrement à la bataille d'Aboukir, où il va commander le vaisseau L'Orient, qui va sauter à la bataille, et un autre aristocrate qui quittera l'école 2 ans après l'entrée de Deshaies. Il s'agit de Pierre de Villeneuve, le futur vice-amiral. Indépendamment des classes scolaires, les élèves sont regroupés en pelotons. C'est une école militaire. Donc l'éducation y est militaire. Deshaies est très brillant, mais très indiscipliné. Et donc il ne peut pas prendre la tête d'un peloton. L'entrée dans le peloton est déterminée selon la taille des élèves. Les pelotons regroupent les élèves par taille. Et Deshaies n'est pas un des plus grands. À 13 ans, il mesure 1m42 à peu près. Le mercredi après-midi, les exercices sont publics. Et le reste du temps, on apprend les arts militaires de façon théorique, sauf l'escrime, qui est appris de façon très empirique, au sabre, à l'épée. Et tout le reste, l'art de relever des plans, l'artillerie, les cours d'artillerie et le maniement du canon Gribeauval, tout ça est appris, mais de façon théorique. L'originalité d'Effiat, c'est que l'éducation CIA militaire reste très bienveillante et que les châtiments corporels n'ont pas cours dans l'école. Les punitions consistent à prendre des amendes sur l'argent de poche des élèves. Ce qui fait que, oui, les élèves ont de l'argent de poche par les pères oratoriens qui considèrent que l'indépendance, la bienveillance, tout ça, l'émulation, la saine émulation des élèves entre eux, puisque les plus âgés aident les plus jeunes dans leur travail. L'originalité de cette école, c'est aussi que aucune considération de noblesse, de famille, qu'on soit boursier ou qu'on n'en soit pas, peu importe, c'est pas important, ça ne compte pas. Quand les élèves se regroupent par classe, c'est par tranche d'âge, et par peloton, c'est par taille. Puisque pour les manœuvres militaires, on ne mettra pas un petit gamin d'1m30 avec un grand d'1m60. Il faut que les enfants fassent la même taille. Donc, il remporte beaucoup de prix lors de sa scolarité. Je ne vais pas vous les énumérer, ça ne sert à rien. Mais dans toutes les années où il va rester là, il va rester 7 ans à Effiat, il va remporter 14 prix. Premier prix, prix de géographie, prix de français, prix d'histoire et le prix de langue allemande, c'est une langue qu'il parle tout à fait couramment. À 15 ans, il quitte Effiat en septembre 1783, à la fin de la guerre d'Amérique, et son père meurt un mois plus tard. Il est donc affecté au régiment de Bretagne, il a 15 ans. Son frère sert également dans le régiment de Bretagne, et c'est à ce moment-là qu'il va changer son nom. Antoine Deshaies de Végou va devenir seulement le chevalier de Végou pour se distinguer de son frère, qui sert dans le même régiment. Alors là, on arrive à la Révolution, et les choses vont un petit peu
s'assombrir pour la famille d'Ézée. Beaucoup vont émigrer, mais lui reste à son poste. Parce qu'il est pénétré de ses idées de la révolution, de progrès. C'est un homme des Lumières. L'éducation qu'il a reçue à Éphia a fait qu'il a beaucoup réfléchi et que donc, à l'instar d'autres de ses condisciples, il va être tout acquis aux idées de la révolution. Donc en 91, on le retrouve commissaire des guerres, mais il ne peut pas rester à ce poste. Il a triché sur son âge. Il a que 23 ans. Et il en faut 25 pour être commissaire des guerres. Alors, il est rétrogradé. Il reprend son poste dans le régiment de Bretagne, mais il monte en grade et il devient capitaine assez vite en fait. La campagne du Rhin arrive. Il brille par ses capacités militaires, combat de Kiel, combat de Lautenbourg, où il est blessé. Il a 25 ans. Et suite à sa blessure, alors la blessure de Désert, il va se prendre une balle qui va lui traverser les deux joues, lui casser plusieurs dents. Et donc il ne peut pas diriger la bataille en violant ses ordres, hein, comme ils le font tous. Non, il va donner les ordres avec ses mains, ses jambes. Il va faire des gestes. La balle lui a traversé les joues de part en part, mais il ne se fait pas soigner tout de suite. Les blessés à la face, les blessés à la tête ne sont pas prioritaires. On soigne d'abord les membres. Donc il se fait soigner après la bataille. Il est recousu un peu à l'arrache, c'est le mot, hein, à la va-vite, un petit peu n'importe comment par les médecins. Il va garder toute la vie ses cicatrices. Il serait, pendant la guerre de 14, on aurait dit que c'est une gueule cassée. Donc le superbe portrait qu'on a fait à Piani est un portrait très idéalisé. On ne voit aucune des cicatrices de Désert. Cette blessure a ceci de particulier, je ne sais pas ce qu'elle a de particulier cette blessure en fait. Toujours est-il qu'elle a fait l'objet d'une communication lors d'un congrès de chirurgie maxillofaciale en 2016. Je ne sais pas par qui, ni pourquoi, ni ce qu'elle a de particulier. Toujours est-il que Désert va récupérer assez vite, mais il est nommé général de division en 1994, donc l'année suivante. Il a 26 ans, il est général de division, c'est très jeune. Il est très apprécié de ses hommes. Et le problème, ce sont les difficultés politiques. Il est dénoncé comme noble. Il est dénoncé comme parent d'émigrés. Sa famille a émigré. Sa mère et sa sœur sont emprisonnées. Pas très loin là-bas. Ils sont emprisonnés. Et lui, il est arrêté. Mais c'est une arrestation de pure forme. Il reste à son poste. Et oui. Alors, il remplace Moreau comme général en chef par intérim de l'armée du Rhin en 1996. Il est blessé de nouveau en 1997 en chargeant à la tête de ses troupes le 20 avril, blessure grave à la cuisse et la convalescence. Il passe à Strasbourg. Strasbourg, on se souvient très bien de Désert. Il a eu une histoire avec une dame. Et donc, passe sa convalescence à Strasbourg, et là, à Strasbourg, on entend parler pour la première fois du général Bonaparte. Ce général victorieux en Italie, qui est tellement populaire parmi ses hommes, lui aussi, Désert, il est très populaire parmi ses hommes. Il charge toujours à la tête de ses troupes. Il ne demande jamais à ses hommes quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Très populaire. Alors, il a envie de rencontrer Bonaparte. Il est convalescent. Il s'est dit, j'ai 3 mois devant moi. Allons passer ma convalescence en Italie. Et donc, il prend la route de l'Italie avec un serviteur, mais pas tout seul. Le général Moreau lui donne une mission. Il faut qu'il remette à Bonaparte une série de courriers, de documents, qui parlent du dénuement de l'armée du Rhin et de tout ce qu'il faudrait faire pour obtenir de la Souabe et de la Bavière les impôts qui sont dus à la France. Tous les renseignements dont on a besoin. Désert va en Italie, passe par la Suisse. Et au moment de son voyage, écrit un journal de voyage d'une façon assez sommaire. Il ne rédige pas, hein, c'est un militaire, il prend des notes. Alors, il a déjà une opinion sur Bonaparte avant de le rencontrer. Il le trouve intrigant, fier, dissimulé, vindicatif, ne pardonnant jamais. On ne peut pas dire que ce soit une opinion très favorable, et pourtant, cet homme l'intrigue énormément. Il est victorieux, toujours victorieux, et puis sa renommée, ses succès militaires, tout ça, ça l'attire.
Et fin juillet, le 27 juillet, il arrive à Passariano. Et là, il va rencontrer Bonaparte et d'autres généraux qui sont avec lui en Italie. Ce n'est pas daté dans son journal. On sait qu'il arrive le 27 et que le 28, Bonaparte écrit au directoire une lettre où il mentionne le brave général Deshaies. Donc on suppose soit qu'il a rencontré le 27, soit le 28. Quoi qu'il en soit, c'est un de ces 2 jours-là. Mais la rencontre ne fera jamais l'objet d'une iconographie. C'est un événement qui ne sera jamais représenté. De quoi parle-t-il? Deshaies le note. Arrivée du général en chef, Égypte, isthme de Suez. C'est tout. Ils vont passer là plusieurs semaines ensemble, en Italie. Et Deshaies a là une très grande opinion du général en chef. Il écrit à sa sœur très régulièrement. J'ai enfin rencontré un grand homme, vous ne pouvez avoir une idée de son caractère, de son esprit, de son génie. Je suis enchanté de l'avoir vu. Écrit-il à sa sœur. Ses notes dans le journal sont beaucoup plus sommaires. Et beaucoup de choses les rapprochent. Ils sont tous les deux issus de familles nobles, mais pauvres. Ils sont tous les deux des généraux brillants, victorieux. Ils ont tous les deux fréquenté des écoles militaires, même si c'est pas la même, hein. Napoléon était à Brienne. Bon. Ils se sont distingués lors de leur précédente campagne et en fait, ils sont tous les deux assoiffés d'ambition, de gloire militaire. Et Bonaparte va l'écrire plus tard. Deshaies aimait la gloire pour la gloire. Au mois d'août, les 2 hommes se mettent à parler de l'Égypte. Pour la première fois. L'Égypte est un projet qui mûrit dans l'esprit de Bonaparte depuis déjà quelques temps, mais c'est la première fois qu'il se met à en parler. Et contrairement à Libercieux, en fait, il va en parler très ouvertement à tous ceux qui vont être avec lui en Italie. Tous les généraux, tous les militaires. Bonaparte parle beaucoup de l'Égypte. Bonaparte écrit au directoire le 16 août pour détruire véritablement l'Angleterre, qui est quand même son projet de départ. Il faut s'emparer de l'Égypte. Le vaste empire ottoman qui périt tous les jours nous met dans l'obligation de penser de bonne heure à prendre des moyens pour conserver notre commerce du Levant. Autrement dit, barrer la route de l'Angleterre au Levant. Oui, comment? Il faut s'emparer de l'Égypte. Ça va être une idée fixe. Deshaies approuve. Il en parle dans son journal. Il se répète beaucoup, hein. Paix avec l'Autriche et l'Angleterre. Idées sur l'Égypte, sur ses ressources, projets, développement. Départ de Venise de 10 000 hommes et 8 000 Polonais pour l'Égypte. S'en emparer. Avantages, détails. L'Égypte, sa situation, ses moyens, ses richesses. Sur l'utilité de la France d'y porter ses regards et de s'en emparer. C'est l'idée fixe qui revient. Détruire l'Angleterre, Delenda Britannia. Delenda Britannia. Et s'emparer de l'Égypte. Oui, mais comment? Bonaparte va écrire à Talleyrand. Talleyrand est déjà bien au courant du projet égyptien, mais Talleyrand est quelqu'un de particulier. Le goût du secret est une raison de vivre. Il parle de l'Égypte à Talleyrand. Talleyrand se dit, c'est une bonne idée. Oui, mais Bonaparte, pourquoi ne nous emparerions pas de l'île de Malte? L'amiral Bruès pourrait très bien mouiller là et s'en emparer. S'en emparer, toujours s'emparer des choses de Malte, d'abord, parce que Malte, c'est la Méditerranée. Celui qui tient Malte tient la Méditerranée, et donc à la route ouverte directement sur l'Égypte. Parce qu'il faut nous emparer de l'Égypte, ce pays n'a jamais appartenu à une nation européenne. Ça paraît choquant actuellement d'entendre ça, mais à l'époque, c'était une idée communément admise. Donc, envoyer les bâtiments de ligne ou les frégates vénitiennes et s'en emparer. Les frégates vénitiennes ont été prises lors de la campagne d'Italie. Bonaparte a pris tout ce qui se trouvait à Venise, dans les ports, sur les cales, directement. Il a pris à peu près toute la marine vénitienne, que ce soit les frégates, les galères et autres bâtiments de transport qui vont bien lui servir. Il envoie Deshaies en mission diplomatique. Il connaît Deshaies depuis 6 semaines, mais il l'envoie en mission diplomatique, remettre des pêches, et des dépêches bien sûr, au gouvernement et collecter les impôts. Parce que, au titre des contributions imposées par les armistices, avec l'électeur de Bavière, la Bavière tarde à payer ses impôts. Deshaies va mettre un petit peu la pression. Il écrit à Bonaparte, ne m'oubliez pas quand vous aurez enfin les coups des franches pour vos projets, comme on les appelle, si
Utile et superbe, projet, n'est-ce pas? Je vois bien avec l'intérêt cette flotte de Corfou. Si jamais elle doit se diriger vers les grandes entreprises que vous projetez, que vous méditez en grâce, ne m'oubliez pas. Le projet en question n'est connu de personne, sauf des généraux d'Italie. Le gouvernement n'est au courant de rien. D'ailleurs, par contre, il a déjà préparé le directoire à la prise de Malte. La prise de Malte plaît beaucoup au directoire. Parce que Malte, en fait, elle est défendue par des chevaliers incompétents. J'y reviendrai. Mais tout ça s'arrête le 18 octobre 1997, au moment de signature du traité de Campo Formio, qui est là le premier succès diplomatique du général Bonaparte. À ce moment-là, l'Angleterre reste le seul ennemi, isolé de la France, puisque la première coalition est dissoute suite à la signature du traité, et le directoire pas très content que Bonaparte ait signé le traité sans même le tenir au courant, sans demander des instructions. Il a tout fait dans son coin, et il a tout fait à l'avantage de la France, mais le directoire fâché qu'il n'ait pas eu la main, et que Bonaparte n'ait pas été seulement un instrument. Donc il est toujours en mission diplomatique en novembre, et là, Desailles apprend que Bonaparte veut créer une armée d'invasion pour envahir... Vous envahir l'Angleterre. Ah oui, Malte, c'est après. Il veut d'abord envahir l'Angleterre. Et il se fait nommer général en chef de l'armée d'Angleterre, mais le temps de rentrer d'Italie, il fait nommer Desailles général en chef par intérim. Desailles se trouve encore en Bavière à ce moment-là. Il va prendre ses nouvelles fonctions très au sérieux. Il rentre en France et là, il va faire pendant 3 mois le travail des inspecteurs des côtes. C'est-à-dire qu'il va tout inspecter, tous les ports de Cherbourg à Saint-Malo, Brest, Boulogne, tout. Regarder l'état de la flotte, des bateaux, des constructions, des arsenaux, tout. Prendre des notes et conclure, c'est impossible, on ne peut pas envahir l'Angleterre. Bonaparte a fait le même travail en rentrant d'Italie. Fin février, le 25 à peu près, oui le 25, Bonaparte dit on ne peut pas envahir l'Angleterre, c'est impossible. Le 27, Desailles lui confirme que c'est pas une bonne idée, il faudrait construire, il faut à 30 millions, on ne les a pas. Faisons autre chose et proposons au directoire la prise de Malte. Mais surtout, l'Égypte. Et le 5 mars, Bonaparte arrive devant le directoire et leur dit, sans préambule, pour s'emparer de l'Égypte et de Malte, il faudrait 20 à 25 000 hommes d'infanterie, 2 000 à 3 000 de cavalerie, 100 chevaux. Et après, il va tout détailler son plan. Des convois, des transports, une flotte de guerre. Il prévoit tout. Les régiments embarqués, qui va les commander? Qui va commander des escadres? Combien d'hommes embarqués dans chaque port? Quel port? Les généraux, l'artillerie dans chacune des places, l'artillerie à embarquer. Il se fait faire toute une documentation sur la précédente expédition en Égypte, celle du baron Toth, qui n'a pas eu lieu, mais pour laquelle il demande à l'amiral Rosilly, qui commande le dépôt des cartes et plans, de lui faire tout un dossier. Il va l'étudier à fond et il va donc faire la même expédition que Toth avec une couverture scientifique absolument extraordinaire de 267 savants. Et donc, que va faire le directoire? Il va dire oui. Le directoire va approuver l'expédition d'Égypte parce qu'en plus, ça va éloigner Bonaparte. Il faut mettre l'embargo. Bonaparte, il veut aller vite. C'est son truc, ça, aller vite. Il veut aller vite et donc, il faut mettre l'embargo sur à peu près tout ce qui se trouve dans les ports, y compris en Corse, y compris en Italie. Donc, mettre l'embargo, saisir directement, acheter si c'est possible, mais ne pas payer ou payer beaucoup plus tard. Il fait saisir les galères du pape. Ça va pas trop plaire à Desailles, les galères, c'est pas un bâtiment super manœuvrable, il va les remplacer par des chaloupes canonnières, mais il va garder quand même les galères en réserve. Le 12 avril, l'armée d'Angleterre devient officiellement l'armée d'Orient. Le projet est secret. Talleyrand va tout faire sortir dans la presse le 20 avril. Exprès. Pour manipuler l'opinion publique, qui ne va pas croire à l'expédition d'Égypte, puisqu'il va sortir toutes les informations. Pour faire en sorte que les espions anglais qui se trouvent en France aillent dire « expédition d'Égypte » au gouvernement anglais, que fait le gouvernement anglais? C'est merveilleux, il ne va pas y croire.
Il va croire que c'est du bluff pour envahir l'Angleterre. Alors qu'en fait, c'est exactement ça. Ça va être un gros coup de maître de Talleyrand, l'expédition secrète qui sort, qui fuite dans la presse, et une magnifique intoxication du gouvernement anglais. En mars, Desaix embarque pour une mission secrète à Civitavecchia. En fait, l'idée, c'est d'embarquer sous couvert, de faire son grand tour. C'est un artiste. Il va donc aller visiter Rome, les musées, tout ce qui se trouve alentour comme musée, comme site historique, ostensiblement. Et le soir, il prend connaissance des rapports de ces hommes qui, eux, ont espionné et ont fait leur rapport dans tous les ports. Il donne ses ordres. Le jour, il va à Rome, il visite les musées, il continue, il est très content. Il fait ça pendant 2 mois et sa mission reste secrète. Donc, il attend ses ordres. Parce que Bonaparte va lui envoyer ses ordres. Pendant que Desaix monte son expédition à Civitavecchia, Bonaparte et les autres montent l'expédition depuis Toulon, Marseille et autres ports. Alors, il fait passer Bonaparte de nouveaux ordres par Monge. Alors Monge, ce grand mathématicien qui va être de l'expédition scientifique, il demande à Desaix d'être prêt pour le 9 mai. Alors, Desaix, ça fait seulement 1 mois qu'il est à Civitavecchia. C'est un tour de force. Comment va-t-il faire ? 49 jours il va lui falloir pour monter une expédition de 55 transports et une escadre de guerre, secrètement. Le temps presse parce que pour lui, pour Bonaparte, tout est prêt à Gênes, tout est prêt à Toulon, tout est prêt à Marseille. Donc, Desaix qui a constaté la situation dit oui, mais on a des difficultés, il me faudra un capitaine d'artillerie, j'en ai pas. Il faudra un chef de brigade, j'en ai pas. Des officiers du génie, j'en ai pas non plus. Mais personne n'a la moindre idée de ce qui se passe. Tout le monde me regarde comme le chef de l'aile gauche de l'armée d'Angleterre. Et ça me plaît bien, moi ça me plaît bien, parce que personne ne sait qui je suis en réalité. Et nous avons donc à Civitavecchia 2 briques de 14 canons, 2 avisos, 16 ou 17 bâtiments de transport pour 4000 tonneaux. Et il a envoyé le commissaire ordonnateur de marine mettre l'embargo sur tout ce qui se trouve dans les ports alentours, parce qu'il n'en a pas assez des tonneaux pour embarquer ses hommes, son artillerie, le matériel médical et tout ce qui va bien. Donc il met l'embargo sur tout ce qui se trouve. Et finalement, il va disposer d'un convoi assez disparate. 55 transports, dont 13 vont servir de navires écuries. 7 vont servir pour l'artillerie. 2 pour le matériel médical. 2 pour les munitions et tout le reste pour les troupes embarquées et les vivres. Et il s'impatiente, le général. Il s'impatiente parce qu'il est prêt, il a envie de l'action. Le problème, c'est qu'il y a des émeutes anti-françaises à Vienne. L'ambassade est attaquée, l'ambassadeur se retranche dans son ambassade. Il y a vraiment, les événements politiques à Vienne ont tout retardé, en attendant que Bonaparte envoie ses hommes pour y mettre un petit peu le haut là. Donc, ordre et contre-ordre vont se succéder pendant à peu près 2 semaines. Mais Desaix doit être prêt à mettre à la voile en 4 heures. Mettre à la voile en 4 heures, ça implique qu'au préalable, tout le monde est embarqué. Les chevaux, les hommes, l'artillerie, tout le monde. Et puis après, il nous faut 4 heures pour appareiller. Il ne va pas pouvoir appareiller tout de suite. Parce que Bonaparte a des desiderata précis. Il veut que Desaix embarque 2 voitures à suspension souple, 4800 bouteilles de vin et un bon chanteur. Il va donc embarquer tout ça, en plus du reste, et il va embarquer sur une frégate, la Courageuse, pour Malte, pour commencer, avec 7881 hommes et 326 chevaux, plus l'artillerie. Il va sur Malte. Il est parti le 26 mai. Tous les autres convois ont mis à la voile à partir du 19, depuis Toulon, Marseille, Gênes. Les autres sont tous partis. Ils se sont tous rejoints. Seul le convoi de Desaix est en retard. Donc Desaix, plutôt que d'aller rejoindre les autres, va filer sur Malte directement. Il craint un retard, donc il file sur place, conformément à ses ordres qu'il suit à la lettre. Il suit ses ordres à la lettre. La chance est avec eux. La météo est pour eux. Le vent est pour eux. Les escadres se rejoignent. Ça va être la traversée miraculeuse
qui va imprimer dans l'idée de Bonaparte, dans l'esprit de Bonaparte, l'idée que de toute façon la marine est à son service, puisque même le temps il va bien, on n'est pas attaqué, l'ennemi n'est nulle part. D'ailleurs, l'ennemi c'est Nelson. Il va faire beaucoup de choses, Nelson, beaucoup de bêtises. Et il va avoir une sacrée malchance. Pour commencer, il voit l'escadre à Toulon. Il ne l'attaque pas. Il attend qu'ils appareillent. Et il va les poursuivre. Pas de chance, une tempête. Il démate. Il doit réparer. Il revient. La flotte est déjà partie, il ne l'a pas attendu. Ce pauvre Nelson, il croise en Méditerranée, a raté tous les convois. Tout le monde a mis le cap sur Malte. Deshayes arrive le 7 juin. Les autres ne sont pas là. Il est tout seul. Le 30 mai, il a aperçu les signaux des autres escadres, mais il est très en avant. Pas grave. Il arrive, et l'ennemi croise toujours en Méditerranée. L'ennemi, Nelson. Et il n'a pas d'ordre. Il n'a pas d'ordre des ailes, donc il va attendre. Dommage pour la surprise. Les autres vont le rejoindre 2 jours plus tard. La seconde phase du plan peut avoir lieu, prendre Malte. Bonaparte, il a donné des ordres aux autres généraux, n'ayant pas vu Deshayes pour l'instant. Il faut bloquer tous les ports. Il faut débarquer les troupes, prendre position et intimider, en imposer. En imposer, ça veut dire débarquer l'artillerie, ostensiblement faire peur. L'opération passe sous couvert de faire provision d'eau. Le grand maître Hompèche se méfie. Il a été prévenu par ses espions de l'arrivée des Français. Et donc, il n'y a pas trop d'éléments de surprise. Le problème, c'est que le grand maître Hompèche n'est pas vraiment un foudre de guerre. Pour commencer, il ne fait rien pour empêcher le débarquement. Ensuite, exactement comme Guillaume le Conquérant quand il a envahi l'Angleterre, il a très opportunément fait désarmer ses troupes. Et le problème, c'est qu'au moment où les Français arrivent, qu'est-ce qu'il fait? Il va se rendre, sans avoir combattu. Malte est prise en 2 jours. Pas plus. Sans tirer un coup de canon. Ils ont fait débarquer les canons. Les chevaliers, la population ont dit « Ah, nous sommes attaqués !» Mais pas du tout. On fait juste de l'eau. Pas du tout, on est attaqué. Émeute dans la ville. Des chevaliers sont tués. Le 12 juin à 2 h du matin, l'acte de reddition est officiellement signé. Donc, les hommes ont débarqué. Deshayes avait une mission spéciale qui était d'aller espionner un petit peu partout, voir les points faibles de l'île. Il y en a beaucoup des points faibles. Elle est mal défendue, les bâtiments sont en ruine. Alors, une fois que Malte est prise, on y reste 1 semaine, on réorganise tout, on pille le trésor, on appareille le 19. Deshayes va appareiller le 22, parce que lui, il va faire un petit peu de tourisme. Mais, il appareille, et le 21, pardon. Le 22, les convois se trouvent réunis, et là, Bonaparte, il leur lit une proclamation. Parce que pour le moment, personne ne sait où on va. Les amiraux savent qu'ils vont sur Malte. Et après Malte, ils ne savent toujours pas. L'amiral Bruès qui commande, enfin, qui devrait normalement commander l'ensemble des escadres, n'est pas au courant du but après Malte. C'est le 22 seulement qu'ils apprennent tous qu'ils vont en Égypte. Stupéfaction générale. Ils vont donc en Égypte, où ils arrivent le 30, pour apprendre que Nelson était là il y a 2 jours. Nelson, lui, il a joué de malchance. Il a accumulé les fautes tactiques, stratégiques. Il est arrivé à Alexandrie le 28. Ses espions lui avaient dit « Ils sont à Alexandrie ». Il arrive le 28, il ne trouve personne. Il va voir les Égyptiens. Les Français arrivent. Je veux faire des provisions, je veux faire de l'eau. Les Égyptiens refusent de ravitailler Nelson. Refusent de croire à l'arrivée des Français. Que fait Nelson? Il ne les attend pas. Il part. Les Français arrivent 8 heures plus tard. Nelson, s'il avait attendu un tout petit peu, aurait pu, mais on ne va pas réécrire l'histoire. Il a commis là une faute terrible. À ce moment-là, l'opinion publique est contre Nelson en Angleterre. Parce qu'il va ensuite faire toute la Méditerranée jusqu'en Turquie, repartir en Italie, chercher les Français qui sont en Égypte. Il ne va revoir les Français en Égypte qu'1 mois plus tard à Aboukir. Il va se venger. D'ici là,
Bonaparte apprend que Nelson était là et qu'il est reparti le matin. Bonaparte s'imagine que Nelson est un grand stratège et pense que c'est une ruse. Bonaparte va débarquer de nuit. Il avait prévu au départ un débarquement conjointement à Rosette, Alexandrie, Damiette. Pas possible. Il arrive sur Alexandrie, on débarque tout le monde à Alexandrie de nuit. Parce qu'il est persuadé que Nelson va revenir. Nelson ne revient pas. Nelson est parti en Turquie. Adieu Damiette, adieu Rosette. Tout le monde débarque à Alexandrie en juillet. On va traverser le désert en juillet avec des uniformes en laine. Alors, Brunez n'est pas d'accord pour les débarquements de nuit. La mer est grosse. Débarquer les chevaux, c'est très compliqué. Ils vont noyer plusieurs chevaux. Il y a des hommes qui vont être blessés. Enfin, le débarquement ne va pas se faire sans heurts, mais il va se faire sans risque. Parce qu'il n'y a pas un homme pour défendre Alexandrie et la plage du Marabout qui est vide. Alexandrie, comme Malte, 6 heures. Dans la nuit, le 2 juillet au matin, 5000 hommes ont débarqué à 5 heures du matin. À midi, la ville est prise. Ça a été une affaire rondement menée, parce que comme à Malte, elle est mal défendue. Comme à Malte, il y a beaucoup de brèches dans les murailles. Comme à Malte, personne ne défend la ville. Donc forcément, la prise d'Alexandrie va être la première opération réussie sur place. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, le but c'est d'aller directement au Caire. Et comme son débarquement à Damiette et Rosette n'a pas pu se faire, il faut traverser le désert pour aller au Caire. On va donc, comme avant de partir, mettre l'embargo sur toute la flottille locale, des djermes, des chebecs, surtout des djermes qui sont des beaux bâtiments de transport qui servent à tout. En fait, c'est une espèce de couteau suisse égyptien qui sert à tout, le transport, le courrier, tout. Surtout le transport. Pour transporter des troupes. Ils vont beaucoup s'en servir pour transporter les troupes. Il met l'embargo sur tout ce qui se trouve. Il les arme. La ville est pillée de tout ce qui peut nourrir un corps expéditionnaire de 55 000 hommes. Alors, Bonaparte veut conquérir l'Égypte, mais Désert aussi. Le 3, la division Désert prend la route du désert. Ça va être un calvaire. Pendant 4 jours, ils vont traverser le désert avec des hommes qui vont, pour la plupart, marcher pieds nus parce que les bottes, ça va pas. Ils avaient 4 jours de provisions, ils les ont jetés pour s'alléger. Les chevaux avaient 2 jours d'avoine. Ils n'ont pas d'eau. Ils doivent se ravitailler sur place. L'eau est saumâtre. Les puits sont comblés. Les Égyptiens savent qu'ils arrivent, ils comblent les puits. Des hommes vont se suicider de désespoir et certains d'entre eux vont être attaqués par les moustiques et toutes les bestioles locales qui sont inconnues en France. Et puis il y a la peste. Donc, c'est pas le bonheur de traverser le désert, mais le 4, le 7, ils arrivent à Damanhur. Et l'ensemble des troupes, celles de Napoléon, celles de Bonaparte, celles de Dezay et celles de tous les autres corps expéditionnaires, Béliard, Kléber et tous les autres, sont le 12 à El Ramanieh, tranquillement. Et l'ensemble des troupes est là. Et ça va être le premier affrontement le lendemain. Une partie des troupes est arrivée à pied. Une partie des troupes est arrivée avec la flottille de transport, qui transporte aussi l'artillerie embarquée. Alors, le premier ennemi militaire du général Désert va être Mourad Bey. Mourad Bey est un chef militaire qui a pour lui l'avantage du terrain qu'il connaît par cœur, l'avantage du désert et les techniques de combat locales. Mais Mourad Bey n'apprend pas de ses erreurs et Mourad Bey ne connaît pas les tactiques ni les stratégies françaises. En premier lieu, la formation en carré. Les Mamelouks de Mourad Bey vont attaquer les Français pour la première fois le 13 juillet à Chébresse. Chébresse, c'est une bataille terrestre, ça c'est une bataille navale. La flottille française est un petit peu en arrière
Elle est attaquée par la flottille de Mourad Bey, une partie est prise, et puis reprend l'avantage. On ne sait pas trop ce qui se passe, l'artillerie française et les hommes à cheval et l'infanterie arrivent au secours de la flottille, forment les carrés, et là Mourad Bey va attaquer les carrés. Et il va attaquer l'infanterie et l'artillerie de Bonaparte et se casser les dents dessus une première fois. Une deuxième fois. La troisième fois, il prend la fuite. Ces hommes, voyant sur la flottille que la cavalerie mamelouk est en difficulté, incendient leur propre bateau pour éviter que les Français les prennent. Victoire totale. La flottille de Mourad Bey est détruite, ces hommes ont pris la fuite, ils laissent 2000 morts sur le carreau. Première défaite de Mourad Bey. En quelques heures. Alors, une semaine plus tard, pyramide. Bonaparte arrive au Caire, sans trop d'encombre. Mourad Bey, lui, il est reparti refaire des troupes, refaire des forces. Pas d'ennemis, il avance. Il arrive aux pyramides. En fait, les pyramides, c'est le nom d'une bataille qui ne s'est pas passée du tout aux pyramides. On les voyait un petit peu dans le fond, comme vous voyez les volcans. Donc, les pyramides, la bataille des pyramides, c'est la propagande de Bonaparte qui a donné un nom symbolique à une bataille qui n'était pas du tout aux pyramides, mais plutôt dans les environs du Caire, au bord du Nil. Tout comme à Chébrès, Dezay va prendre la tête d'une des 5 divisions formées en carré. Que va faire Mourad Bey? Il va attaquer les carrés une première fois, une deuxième fois, et prendre la fuite, comme à Chébrès. Mourad Bey va accumuler les erreurs. Il va donc retourner en Haute-Égypte, refaire des forces, refaire des troupes, refaire une flottille. Pendant ce temps-là, nous sommes à 2 victoires en 8 jours. On pense à ce moment-là que Bonaparte s'imagine que tout va lui réussir. Le problème, c'est que 10 jours plus tard, Nelson arrive à Aboukir. La destruction de la flotte, je ne vais pas vous faire Aboukir, parce que ni Dezay ni Bonaparte ne s'y trouvent. C'est une circonstance qui va changer complètement le cours de la conquête. La flotte de guerre est détruite, sauf de vaisseaux et de frégates qui filent sur Malte. Et là, Bonaparte et toute son armée sont prisonniers en Égypte. Ils sont condamnés à vaincre ou à périr. Que vont-ils faire? Ils vont aller, tout simplement, conquérir le reste de l'Égypte. Ils ont conquis la Basse-Égypte. Ils sont en Moyenne-Égypte. Dezay va être envoyé par Bonaparte à la poursuite de Mourad Bey en Haute-Égypte pour essayer de l'avoir une bonne fois pour toutes, quoi. Pendant ce temps-là, Bonaparte, lui, va conquérir la Moyenne-Égypte. Laissons Bonaparte où il est. Dezay, lui, quand il prend la route de la Haute-Égypte, il a avec lui 2777 hommes, 14 bateaux de flottille et 2 canons. C'est tout. Pour conquérir un territoire immense. Mourad Bey, lui, il a les hommes qu'il a sur place, une flottille qu'il déplace au gré de ses envies, et il connaît le terrain. Mourad Bey, sa tactique à lui, c'est de laisser s'épuiser les hommes dans le désert, qui ne sont pas habitués au désert, les laisser mourir de faim, les laisser mourir de soif, lancer de petites escarmouches pour épuiser les forces, et lancer ce qu'il appelle une attaque décisive, au moment qu'il aura choisi. Il ne connaît pas la stratégie française, il ne connaît pas la tactique française, il ne connaît pas les canons français, ni la formation en carré. Donc en fait, ça ne va pas se passer exactement comme il l'a décidé. Dezay arrive au canal Joseph. Mourad Bey pense l'intercepter là, avec sa flottille, mais Dezay pénètre les idées de son adversaire et va, au lieu de poursuivre, rebrousser chemin. Parce que Mourad Bey l'attend plus loin avec sa flottille. Et il pense pouvoir les écraser.
il retourne vers le canal Joseph, comprend les idées de Mourad Bey. Et surtout que le canal Joseph, c'est une des bases de Mourad Bey, des bases arabes. Pendant quelques jours, ils vont s'espionner, ils vont se courir après et finalement se battre le 7 octobre, la bataille de Sidi Maï. Troisième défaite de Mourad Bey. Je ne vais pas vous la faire, ni vous faire le récit complet, mais la troupe est trop éloignée des bateaux pour que Mourad Bey puisse espérer faire quoi que ce soit. Ils pensent les avoir au moment de débarquer, mais le problème c'est qu'ils ont déjà débarqué. Dezef est formé des carrés, exactement comme à Chébrès et comme au Pyramide. Mourad Bey va les attaquer, être défait. Troisième défaite de Mourad Bey le 7 octobre. Mourad Bey n'apprend pas de cette défaite. Alors, Dezef va continuer de poursuivre dans le désert de Haute-Égypte son adversaire. Il compte ses morts et ses blessés après cette première victoire, cette première bataille dans le désert. Et il a des malades aussi. Il y a la dysenterie. La peste ne les a pas encore rattrapés, mais ça viendra plus tard. La dysenterie, la cécité due aux ophtalmies, les mouches, les moustiques, le paludisme, enfin toutes ces joyeusetés de la vie du militaire en campagne, dans le désert, dans des uniformes en laine et sans eau. Fin octobre, il n'a plus que 1800 hommes, il en a perdu 900. 2 mois après. Et la poursuite continue, inlassablement, implacablement, l'un pourchassant l'autre, l'autre jouant au chat et à la souris. Les batailles se succèdent. Samoud, le 22 janvier, défaite de Mourad Bey. La première bataille de Benout, le 3 mars, défaite française. La flottille est totalement détruite, une des germes armées explose, les Français sont capturés, je ne vous dis pas ce qui leur arrive, ils sont abominablement torturés. La deuxième bataille de Benout, le 8, défaite de Mourad Bey. La bataille de Bir el-Bahr, le 1er avril, défaite de Mourad Bey. Ça continue. Mourad Bey continue la guerre parce que Mourad Bey peut refaire des troupes partout. La flottille française est détruite à Benout. On n'a plus de bateaux. Il faut donc saisir les bateaux de guerre. Les germes armées par des canons ont disparu. Elles ont toutes été pillées, prises ou brûlées. On va donc saisir d'autres germes locales qui ne vont servir qu'au transport. Mais il n'y en a pas assez. Que va faire Dezef? Il va créer quelque chose de fantastique. Le régiment des dromadaires. C'est une idée de Dezef qui sera mise en œuvre ensuite par Kléber et tous les autres. Il va faire monter les dromadaires par l'infanterie avec un gros succès. Le dromadaire, c'est mieux qu'un bateau. Ça se balade partout dans le désert, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau et il sert à tout. C'est très rustique. Les hommes ne sont pas trop habitués, mais peu importe, c'est une bête de charge qui fonctionne très bien. Donc, le 26 mai 1999, un an après avoir appareillé le Civitavecchia, Dezef a pris le port Kosser, au sud de la Haute-Égypte, et il verrouille ainsi la prise de la campagne de Haute-Égypte. Et pour là, tout est fini pour Mourad Bey. Sauf que Dezef va administrer son territoire. Maintenant que la conquête est réalisée, la pure conquête militaire, il faut rester et s'occuper du territoire. Et c'est là qu'il va y avoir un tas de choses absolument extraordinaires qui vont se passer. Les difficultés de la guerre pour commencer. Alors, toute petite parenthèse sur les difficultés rencontrées par les hommes. Les approvisionnements en eau dépendent du Nil. Le Nil est l'enjeu entre Mourad Bey et Dezef. La traversée du désert de début juillet a fait des trous dans les troupes, si j'ose dire, entre les hommes qui sont morts de maladie, ceux qui se sont suicidés, ceux qui ont été pris et torturés. Ni eau, ni provisions disponibles. Alors, ils meurent de chaleur, ils doivent lutter contre la poussière du désert,
les uniformes en laine, les maladies, l'ophtalmie. Dezay et le général Belliard sont atteints d'ophtalmie, mais ils s'en remettent assez vite, ils en guérissent. Par contre, le matériel médical manque, parce qu'il était embarqué sur un vaisseau de transport qui s'appelle le Patriote, et le Patriote a coulé en arrivant à Alexandrie, parce qu'au moment où Bonaparte et Bruez se disputaient pour savoir s'il fallait mouiller le vaisseau dans le port d'Alexandrie ou ailleurs, une partie des transports a débarqué et le Patriote a cassé sa quille sur les récifs et a sombré. Il transportait le matériel scientifique, le matériel médical, les machines à hydrogène pour les ballons, absolument, et donc tout le matériel médical, tout le matériel scientifique, les presses, et le matériel des savants disparaît avec le naufrage du Patriote. Pendant quelques jours, certains militaires et scientifiques vont essayer de récupérer ce qu'ils peuvent, mais très peu de choses. Donc, les approvisionnements en matériel scientifique et en matériel médical, ils vont se rabattre sur ce qu'ils trouvent localement. Forcément, localement, ça veut dire pillage, ça veut dire vol, et donc tension avec les populations locales. Donc Dezay va donner sa pleine mesure d'administrateur. Commencer les problèmes humains, les problèmes logistiques, les problèmes stratégiques, tout ça avec les seules ressources locales parce qu'il n'a plus rien. Je vous rappelle que la flottille est détruite avec tout ce qu'elle transportait. Donc, il va utiliser, il est très ingénieux, Dezay. Il va utiliser des boîtes portatives. Alors, il a un aide de camp qui s'appelle Savary. Et Savary va créer ces boîtes portatives que son chef Dezay va mettre en œuvre avec des épingles de couleur fixées sur carton. Il sait jour après jour le positionnement des troupes ennemies. De l'espionnage. Ils vont faire des miracles avec presque rien pour assurer leur existence pendant toute la campagne. Pendant les 8-9 mois que va durer la campagne de Haute-Égypte. Alors, il va installer une administration locale, il va créer des dépôts, il va collecter les impôts. Ah, les impôts. Le problème, c'est Mourad Bey. Mourad Bey aussi collecte l'impôt, avant les Français. Donc les populations locales, elles vont être rançonnées par Mourad Bey, rançonnées par Dezay, et se révolter au gré des populations contre l'un ou l'autre, plus souvent contre Mourad Bey, parce que Dezay, lui, il passe après le général ennemi, mais il a d'autres méthodes. Il a d'autres méthodes. D'abord, localement, les gens sont très pauvres. Ils se pillent entre eux. Ils se font la guerre entre eux, parfois pour une chèvre, un canard, une poule, volée par la population. Et ils demandent aux Français d'arbitrer. Le Français arrive après Mourad Bey. Mourad Bey ne s'intéresse qu'à piller. Le reste ne l'intéresse absolument pas. Dezay veut administrer le territoire conquis. C'est son but. Alors, Dezay, il sert d'arbitre aux populations locales et il est écouté parce que ces arbitrages rendus sont considérés comme justes. C'est au cours de ces affaires-là qu'il va gagner ce surnom extraordinaire de sultan juste. Je vais rester un petit moment sur l'affaire du sultan juste et sur une affaire en particulier qui va être celle qui va cristalliser cette idée. C'est l'affaire du vol des fusils. Dans l'affaire du vol des fusils, en fait, dans une des localités où Dezay est actuellement, les Français se font voler plusieurs fusils. Et ils trouvent le voleur. C'est un gamin d'une 12aine d'années. Parfaitement. Un gamin d'une 12aine d'années qui est pris et qui est amené à Dezay. Vivant de nom, qui est celui qui va écrire et publier toutes ces gravures, tous ces dessins avec en plusieurs volumes à partir de 1802, Vivant de nom, est là et va
rendre compte de l'affaire du vol des fusils. Je vais vous lire son récit. C'est larmoyant et sentimental à souhait. À Miniel-Guidi, pendant que nous attendions assis à l'ombre, on amena au général Desaix un criminel. On criait « C'est un voleur! Il a volé des fusils aux volontaires !» On l'a pris sur le fait. Et nous vîmes un enfant de 12 ans, haut comme un ange, blessé au bras d'un coup de sabre. Il regardait sa blessure sans émotion, se présenta d'un air naïf et confiant au général, qu'il reconnut aussitôt pour son juge. Ô puissance de la grâce naïve, pas un assistant n'avait conservé de colère. On lui demanda qui lui avait dit de voler ses fusils. Personne. Qui l'avait porté à ce vol? Il ne savait. S'il avait des parents, une mère, bien pauvre, aveugle. Le général lui dit que s'il avouait qu'il l'avait envoyé, on ne lui ferait rien. Que s'il s'obstinait à se taire, il serait puni comme il le méritait. Je vous l'ai dit, personne ne m'a envoyé, Dieu seul m'a inspiré. Puis mettant son bonnet au pied du général. Voilà ma tête, faites-la. Pauvre petit malheureux, dit le général. Qu'on le renvoie. Et il partit avec le sourire de la confiance. C'est beau, hein? Mais c'est pas ça du tout. Ça, c'est le récit de Vivant de nous. Le général Belliard assiste à la même affaire. Et lui, il rend un tout autre arbitrage. D'après lui, Desaix a fait donner 30 coups de fouet au gamin de 12 ans. Le problème, c'est que la version de Belliard va être un petit peu occultée par la postérité et les archives. Ce sont deux récits totalement opposés sur le fond, qui n'ont que deux points communs: vol des fusils, gamin, et le nom du voleur qui s'appelle El Fachet. Alors, cette histoire n'est pas datée. Aucun des deux témoins de la scène ne date l'affaire. Mais Denon va prendre le temps d'immortaliser la scène dans une gravure qu'il va publier dans son voyage de la Basse et Haute-Égypte, sous le numéro 36, où on voit Desaix assis au pied de son arbre et le gamin devant lui avec les généraux tout autour. Ils sont les seuls, Belliard et Vivant Denon, à parler de cet incident. Aucun autre généraux va en parler. Aucun. Mais la postérité va retenir le récit de Vivant Denon pour le seul véridique et occulter celui de Belliard. Toutefois, la légende du sultan juste est créée par Vivant Denon. Post-mortem. Desaix va mourir moins de 2 ans après, l'année suivante. Et quand Vivant Denon rentre en France, il va écrire son voyage de la Basse et Haute-Égypte à la lumière de ses souvenirs, en réécrivant d'après sa connaissance qu'il a du futur. C'est-à-dire, ce n'est pas un journal, il va écrire en se servant de ce qu'il a déjà écrit et en sachant, après la mort de Desaix, ce qui allait se passer. Son récit paraît en 1802. Desaix est mort 2 ans avant. L'affaire du vol des fusils, c'est encore avant. Alors, je devais bientôt rejoindre Desaix. Nous avions fait la veille 1000 projets pour l'avenir. Nos adieux furent cependant mélancoliques. Cette fois, notre séparation me parut plus douloureuse. Devais-je penser que si jeune, ce serait lui qui me laisserait dans la carrière, et moi qui le regretterais. Nous nous séparâmes et je ne l'ai plus revu. Mais si c'était un journal, on ne pourrait pas écrire ça. Donc, le récit de Denon va plutôt servir la légende de Desaix, et celle de Belliard va plutôt la ternir. Mais Belliard sera, les récits et ses mémoires seront occultés par la postérité. La légende du sultan juste est créée post-mortem par Vivant Denon. Le sultan juste, c'est une création littéraire de Vivant Denon. Mais les actions de Desaix sur place, c'est beaucoup plus qu'une création littéraire, c'est la réalité historique. Alors, Desaix, lui, va favoriser la reprise du commerce, va favoriser tout ce qui fait la reprise économique locale. Bon, il s'agit de s'entendre, hein. Chacun ses chèvres, ses poules, on va essayer de faire en sorte que les populations ne meurent pas de faim, c'est ça pour lui. Donc il va multiplier les exemptions d'impôts.
il s'appuie sur les autorités locales. Il apprend l'arabe. Deshaies apprend l'arabe. Il apprend la langue des autochtones. C'est pas rien. C'est un général français. C'est un conquérant. Il se met à la hauteur des populations locales en apprenant leur langue et en s'appuyant sur les autorités locales pour faire respecter sa loi. Il va travailler avec eux et pas contre eux. Et il est donc très respecté. Les autorités locales accèdent à toutes ces demandes justement parce qu'il leur parle leur langue. Et puis, lui, il pense que la sédentarisation, c'est vraiment la seule chose à faire. Surtout pour combattre les méfaits des Bédouins qui, comme Mourad Bey, harcèlent les populations. Donc, j'aime à faire vivre d'accord toutes les tribus, écrit-il. Pour gouverner, il y a le système, deux systèmes. Le premier, celui des Mamelouks, est de les affaiblir par des divisions continuelles et par conséquent les mettre toujours en armes. Le second est celui qui doit nous convenir, pacifier toutes les tribus, les tenir en paix pour qu'ainsi paisible, tout le pays soit aussi tranquille et exposé à aucun désordre. En août 99, ça fait déjà 3 mois qu'il administre le pays, et là il apprend que Bonaparte est rentré en France. Bonaparte rentre en France sans prévenir personne, le 18 août. Aujourd'hui, Bonaparte est sur le chemin du retour. Et Bonaparte laisse l'Égypte aux mains de Kléber. Kléber est au Caire, à Alexandrie, il navigue un petit peu par là, et il va laisser l'Égypte à Kléber. Kléber fait partie des hommes qui considèrent que Bonaparte les a trahis. Il rentre en France sans prévenir personne. Alors, Deshaies, lui, il est laissé de côté, parce que Deshaies, depuis le départ, c'est un homme de Bonaparte, totalement et sans condition. C'est un homme de Bonaparte, alors il va rester en Haute-Égypte. Parce que Kléber considère qu'il fait du bon travail en Haute-Égypte. Il va rester en Haute-Égypte, mais il va quand même partager le pouvoir avec le général Friant, qui est un homme de Kléber et qui va surveiller Deshaies. Il entend limiter l'influence des partisans du général. Deshaies va être rappelé au Caire par Kléber, qui va laisser Friant sur place. Et puis, il veut rentrer en France, Deshaies. Il veut rejoindre Bonaparte. Mais auparavant, il y a un problème avec Sir Sidney Smith, qui, lui, ne compte pas que les Français puissent tranquillement administrer l'Égypte et va tout faire pour saboter l'entreprise de paix relative. Kléber est un excellent administrateur local. Alors, les conditions du retour de l'armée française, quand les Français vont quitter l'Égypte, quand Deshaies va quitter l'Égypte, il va devoir négocier avec Sir Sidney Smith. Il va signer une convention, la convention de la Riche, que Sidney Smith ne va pas respecter. Alors, il ne signe pas. Il refuse de signer. Il provoque Kléber. Que fait Kléber? Il n'y a qu'une façon de répondre aux provocations, c'est par la victoire. Héliopolis, la dernière victoire française en Égypte. Deshaies quitte l'Égypte. Attaqué par Sir Sidney Smith. Son convoi, qui transporte entre autres la pierre de Rosette, se voit pillé par les Anglais de toutes les données scientifiques, dessins, croquis, échantillons et la pierre de Rosette. Il rentre en France. Il arrive à Toulon le 5 mai. Quarantaine obligatoire. Il repart pour l'Italie, rejoindre Bonaparte. Le 11 juin, il arrive. Le 14, Aragon. Le 14 juin, Kléber tombe sous les coups de couteau d'un assassin. Le même jour, Deshaies tombe à Marengo d'une balle en plein cœur. Alors, il y a plein de choses sur la façon dont Deshaies meurt à Marengo. J'ai même vu quelque part un coup de canon. Mais non, c'est une balle qu'il a eue en plein cœur. Alors,
Il y a encore toute une glose littéraire sur qu'a-t-il dit au moment de mourir, toute une espèce de phrase alambiquée dite au général. En vérité, quand on prend une balle en plein cœur, on n'a le temps de rien. Surtout pas de mourir comme un ténor avec une phrase de 5 lignes. Donc Dezay, il tombe. Le problème, c'est que personne ne le voit mourir. On retrouve son corps le soir, après la bataille. Kléber est mort en Égypte, assassiné, et par Soleiman d'Alep, coup de poignard. Le jour des funérailles de Kléber, Soleiman d'Alep est exécuté absolument sauvagement. Il est jugé par les Français, exécuté par les locaux, je ne vous dis pas comment. Par un prodigieux hasard, Pérus, qui est l'aide de camp de Kléber, va récupérer le poignard, le ramener en France, où il est actuellement au musée des Beaux-Arts de Carcassonne. Le poignard qui a tué Kléber est à Carcassonne. Kléber est à Strasbourg. Dezay est au Grand Saint-Bernard. Parce que Bonaparte va apprendre très vite la mort de Dezay. Avant que je vous parle de Bonaparte et de la postérité de Dezay, je vais vous parler encore un petit peu de Mourad Bey. Mourad Bey est resté en Égypte. Mourad Bey est resté en Égypte et Kléber lui a promis le poste de gouverneur de Haute-Égypte s'il acceptait de se rendre et de se soumettre. Que fait Mourad Bey? Il accepte. Mourad Bey donc a poursuivi et a été poursuivi par Dezay pendant 9 mois pour finalement accepter le poste de gouverneur de Haute-Égypte qu'il va excellemment administrer. Il va être un très très bon administrateur. Il va se rallier aux Français, Mourad Bey, après les avoir combattus. Et il meurt de la peste le 22 avril 1801, avant que les Français quittent totalement l'Égypte. Les 3 hommes qui se sont combattus, Dezay, Mourad Bey et Kléber pour la basse et moyenne Égypte, sont tous morts. Bonaparte est en France. Bonaparte, il a mené un coup d'État en novembre, et il est devenu premier consul. Et plus tard, consul à vie, mais c'est une autre histoire. Quand il rentre en France, Dezay apprend que Bonaparte est consul, que non seulement le général en chef a pris le pouvoir, que les directoires n'existent plus, il est stupéfait. Ils sont tous stupéfaits. Quand il le retrouve à Marengo, en Italie, le contact est un petit peu distant, mais reste amical. Ils sont amis. Il arrive à Marengo, il se fait tuer le 14 en amenant la victoire à Bonaparte. La victoire n'était pas certaine. Les troupes de Dezay lui ont apporté la victoire et Dezay a le bon goût de mourir en donnant la victoire au général en chef et sans lui faire de l'ombre. Bonaparte va écrire la légende de Dezay. Il va lui rendre de multiples hommages après sa mort, déjà au moment de sa mort. Il va pleurer son ami qui est tombé et monuments, divers bateaux sont nommés, alors 2 vaisseaux sont nommés Dezay, l'ex-tyrannicide renommé Dezay va couler et un vaisseau espagnol qui sera pris en Espagne un petit peu plus tard sera nommé Dezay lui aussi. Il n'aura pas non plus un destin fabuleux, mais bon, il va favoriser également sa famille. 20 lieux en France portent le nom de Dezay, plusieurs à l'étranger. Et ça va être à Sainte-Hélène que Bonaparte va rendre, devenu empereur, déchu, va rendre un ultime hommage à Dezay en le comparant à Kléber, et je vais terminer là-dessus. Le talent de Dezay était de tous les instants. Il ne vivait, ne respirait que l'ambition noble et la véritable gloire. C'était un caractère tout à fait antique. Kléber ne songeait qu'aux femmes et aux amusements de la capitale. Il n'aimait la gloire que comme le chemin des jouissances, tandis que Dezay aimait la gloire pour la gloire. Dezay était un tout autre homme. Si je l'avais laissé en Égypte, j'aurais conservé ma conquête.